Je suis ravie d'ouvrir ces tables rondes de l'après-midi. Je suis Nathalie Politzer. J'ai la chance de m'occuper des projets pédagogiques de l'Institut du goût. Et comme Jacques Puiset le rappelait hier matin, le langage, le verbe, l'expression de ces sensations sont vraiment au cœur de nos projets pédagogiques, sont même à l'origine des classes du goût. Donc dans cette table ronde cet après-midi, nous allons nous intéresser justement à l'expression de l'enfant. Comment l'enfant exprime-t-il son goût? Question passionnante et très complexe, je pense, puisque nous, ce qu'on recherche dans cette pédagogie des classes du goût, c'est vraiment d'aider l'enfant à exprimer ce qu'il ressent de façon authentique et sincère, de ne pas avoir un discours convenu ou plaqué. Et donc, on va commencer par voir avec Danielle Dubois, qui est donc directrice de recherche émérite au CNRS, tous ces aspects liés à la psycholinguistique. Donc, Danielle s'intéresse depuis quelques années à la pédagogie des classes du goût, que l'on explore ensemble. Et donc, elle vous parlera justement des ressources lexicales de la langue française, de comment échanger, comment on négocie le sens des termes ensemble. Et puis ensuite, la parole sera à Roselyne Lévy-Basse, qui est donc psychanalyste et thérapeute familiale, Université Paris-Dauphine, et qui nous parlera de ce qui se passe quand il y a des troubles du comportement alimentaire. Comment l'enfant l'exprime-t-il? On devait avoir une troisième intervenante dans cette table ronde, Aurélie Maurice, qui malheureusement est fort malade ce week-end et n'a pas pu se déplacer. C'est un petit peu dommage parce que justement on était vraiment là sous la croisée des regards, et donc Aurélie aurait amené son regard de sociologue. Elle avait notamment travaillé sur des projets d'éducation au goût et à l'alimentation avec des collégiens, et son travail consistait à voir comment les collégiens parlaient de ces projets à la maison, en famille, et elle vous aurait expliqué comment le milieu social module cette réappropriation des projets pédagogiques. Je vous laisserai quand même quelques références d'articles qu'elle m'avait communiquées quand on avait préparé cette table ronde pour que vous puissiez découvrir la question. Alors Danielle, la parole est à toi. Bonjour, merci d'être encore là. Je vous ai préparé un PowerPoint dans l'urgence quand on a appris ce matin que nous ne serions que deux, et j'en ai profité pour tomber dans mes travers habituels d'être très bavarde. Donc, je vais donc vous présenter la question que m'a posée Nathalie quand elle m'a conviée à cette table ronde. Comment l'enfant exprime-t-il son goût? Et je crains de vous décevoir parce que je n'ai pas grand-chose à dire sur cette question directement, étant donné qu'après une quarantaine d'années de travaux sur l'expression des différentes sensibilités, j'ai d'abord consacré le boulot à la vue, puis après à l'odorat, puis après au phénomène auditif. Et c'est depuis que je travaille en collaboration avec les praticiens de l'éducation au goût que je m'intéresse particulièrement au goût, et que je n'ai hélas pas beaucoup de matériaux linguistiques pour vraiment décrire l'expression en langue des discours des enfants. Donc, je vais surtout vous parler des adultes avec des pistes méthodologiques pour continuer à explorer comment l'enfant exprime son expérience du goût. Donc, alors, attends, c'est là que je fais. Voilà. Une des premières choses, donc, qui est à... Non, c'est... Oui. Alors ça, voilà. Donc le projet de mon topo, c'est à partir d'une expertise en linguistique cognitive, bon ça, c'est-à-dire une linguistique qui s'intéresse au rapport entre langage et cognition, pas une linguistique en soi,
de repérer comment se construit l'expérience, se construit. Je vais beaucoup insister sur le fait que c'est une construction de l'expérience sensible dans les différentes modalités sensorielles. Donc c'est couplé, et ça c'est, je pense aussi important, c'est de coupler la problématique de recherche que j'arpente en tant que chercheur CNRS avec les pratiques pédagogiques des gens qui sont sur le terrain. Donc c'est un enrichissement mutuel, une construction mutuelle de l'expression dans la langue et dans les discours des enfants à travers deux expertises différentes. Et bon, de manière annexe, en ce qui me concerne en tant que chercheur, j'essaie de repérer quels sont les cadres théoriques contemporains et quelles méthodes permettent de répondre à la question. Ça, c'est mon boulot de chercheur, mais que je ne peux faire qu'avec l'expérience des collègues qui travaillent sur le terrain. Donc, la première des questions, qui est souvent passée sous silence, c'est quand on parle de l'expression langagière. Je vous ai dit ce matin que le terme de verbalisation ne me plaisait pas pour ses connotations, mais c'est plutôt l'expression langagière qui repose sur un premier présupposé qui est que la langue, à travers laquelle va s'exprimer l'expression du sensible, donne des moyens au locuteur pour en parler. Et ça, c'est en général passé sous silence. Et moi, dans mes recherches, j'ai trouvé ça sur le fait... J'ai commencé à découvrir le problème quand j'ai travaillé sur l'olfaction. Parce qu'on est habitué à travailler sur le visuel qui a une richesse de vocabulaire très intense, très grande, alors que quand on travaille sur l'olfaction, il n'y a pas de vocabulaire, le fameux vocabulaire, pour parler des odeurs. Et pour le goût, on va voir qu'est-ce que la langue française propose comme outil pour parler de la sensibilité gustative. Alors, une première opposition, je vais vous introduire dans un certain nombre d'oppositions qu'il faut travailler pour justement avoir des analyses un peu fouillées de l'expression linguistique. C'est, par exemple, quand on demande à des... Je vais vous donner des résultats sur adultes, des possibilités de la langue française. Quand on dit quelles sont les saveurs, les gens déclinent sacré, sucré, amer, acide et éventuellement umami. Bon, ça correspond à ce qu'on fait ce qu'on trouve dans les domaines de couleurs. Je vous dis, donnez-moi des noms de couleurs, pas de problème, bleu, blanc, rouge, noir, jaune, vert, etc. Il y a un consensus énorme sur les gens là-dessus. Et en fait, ça relève d'une terminologie qui est acquise et non pas d'une expression d'une sensibilité. C'est un peu scolaire, donc et d'un savoir académique, comme pour les couleurs d'ailleurs. Mais déjà, quand d'un point de vue linguistique, on regarde et on analyse de quoi parlent ces mots, amer, acide sont des simples adjectifs qu'on qualifie de libres, c'est-à-dire qu'ils peuvent s'appliquer à des tas de choses et qu'ils ne renseignent pas en eux-mêmes sur l'objet qui est amer ou acide. Par contre, quand on dit sucré-salé, on a déjà, la langue vous dit elle-même que vous me parlez d'une propriété d'un objet qui renvoie à une substance qui est le sucre ou le sel. Donc déjà, dans la sémantique de la langue, vous avez des informations sur quelque chose d'autre que simplement la qualité gustative de la chose. D'accord ? Donc, ce sont des formes, comme on dit dans le jargon linguistique, adjectivales, dérivées de substances, sucre, sel, et ce sont aussi des termes référant à une propriété. Alors là, une distinction importante. Pour les experts, c'est une propriété qui peut être attribuée à quelque chose qui ne contient pas du sucre, mais pour le sens commun, si on dit sucré, c'est qu'il y a du sucre. Donc déjà, un problème, on verra tout à l'heure, dans le dialogue, dans la conversation, dans l'échange et la communication, d'une ambiguïté qu'il s'agit de relever. Donc pour le sens commun, c'est relié à la présence du sucre. Donc une ambiguïté on va trouver plein d'ambiguïtés dans la langue sur la référence à la propriété de l'objet ou à la sensation. Est-ce que c'est l'objet qui est sucré ou est-ce que c'est moi qui trouve l'objet sucré ? La langue ne dit rien là-dessus. Et c'est deux objets complètement différents. Et la référence à une substance qui peut scientifiquement être définie, le sucre, ou un sens commun qui est du sucre, quel que soit. Ok.
Voilà, j'ai patauge entre les... Bon, quant à umami, ce qui est intéressant sur umami, c'est que c'est une saveur qui a poussé en 1985. Bon, ça, les Japonais utilisaient cette... Mais en tant que terme, en tant que valeur terminologique de ce concept de goût, c'est le premier international symposium à Hawaï qui a reconnu et attesté le terme comme un terme technique scientifique pour envoyer à une saveur. Là encore, moi je ne connais pas le japonais, mais peut-être vous m'aiderez. Il y a sans doute un décalage entre umami comme terminologie et umami comme terme du japonais. Donc les 4 saveurs qui sont devenues 5 sont donc des connaissances et non pas des désignations de sensations en référence et généralement à un objet. Et la question est de savoir dans quelle mesure la référence à l'objet qui est sucré-salé renvoie à une sensation qui y correspond. 2 objets différents, un objet du monde physique ou chimique et un objet psychologique, subjectif et personnel. Alors on continue. Par contre, on peut aussi obtenir, quand on demande aux gens de décrire des odeurs ou des saveurs, ou du goût, ou des goûts, on a aussi des formes lexicales comme chocolat, orange, artichaut, noisette, sucre, soja, vinaigre. Pas de problème. Et même dans la littérature académique, on considère ça comme des réponses vraies. Or, en fait, d'un point de vue strictement linguistique, ce n'est pas des noms de saveurs, ce n'est pas des noms de goût, c'est des noms d'objets goûteux. Comme noir ou jaune correspond à la fois à la désignation d'un objet coloré et à la fois une sensation de nuance chromatique. Okay ? Donc on a sans arrêt une ambiguïté et le problème qu'on va avoir dans l'analyse de ce que les gens racontent, c'est de savoir de quoi ils causent. Est-ce qu'ils causent de l'objet et d'une connaissance qu'ils ont de l'objet qui est sucré-salé ou bien orange, ou bien c'est une saveur d'artichaut ou un goût d'artichaut, ou bien est-ce qu'ils parlent de leur sensation personnelle. On a donc aussi des formes lexicales qui sont dérivées de la rubrique précédente, comme fruité, floral, épicé, lacté, herbacé. C'est-à-dire des constructions adjectivales, mais qui résultent du même effet, qui renvoient à des propriétés, comme salé, sucré, d'objets. Okay ? Donc ce sont des adjectifs construits sur des noms référant à des objets goûteux. J'essaie d'accélérer parce que... Bon, on a aussi des formes comme bon, doux, suave, qui sont des termes génériques qui ne parlent pas plus du goût qu'autre chose, et qui n'informent pas beaucoup, qui informent par contre sur la qualité personnelle subjective du goût, et pas sur l'objet, mais qui sont à un niveau générique qui est un peu problématique. Mais qui informent sur les valeurs hédoniques et sur le caractère multimodal, polysensoriel, où on aime beaucoup dans l'équipe la notion de holysensoriel, c'est-à-dire d'une sensorialité qui n'est pas différenciée de l'expérience sensible. En contraste, par exemple, avec des termes comme empyromatique, qui sont des termes techniques. Bon, des questions. Donc, où est le goût? Est-ce que c'est dans l'objet ou est-ce que c'est dans le goûteur? Ou est-ce que c'est plutôt, et c'est ce sur quoi on va travailler, dans la relation du goûteur à l'aliment? C'est donc cette relation qui instaure le goût qu'on va essayer de travailler. Soit en suivant une opposition entre le goût de l'aliment, ou le côté sujet, le goût pour. Mais quand on parle du goût pour, on est introduit du côté du sujet et son activité à la fois de prise alimentaire, d'aller vers de la relation à son goût. Alors, je n'aurai pas le temps d'en parler, mais il y a différentes manières d'approcher. Et justement, les classes du goût ont essayé de travailler cette relation à l'objet goûteux, comme la différence entre écouter et entendre, voir et regarder. Donc il y a aussi différentes manières d'approcher l'aliment qui vont modifier la relation à l'aliment et modifier du coup la sensation qu'on essaie d'explorer.
Donc là, il s'agit encore une fois, d'un début d'inventaire, et je serais ravie de collecter auprès de vous ce qu'on appelle des corpus pour compléter cette investigation qui, pour le moment, est encore restreinte. Bon, donc là, on était resté sur les ressources lexicales de la langue. Qui nous ont permis déjà d'identifier qu'il n'y a pas d'autonomie de la sémantique des mots, du goût, vis-à-vis des objets goûteux. La sensation est scotchée sur l'objet. Cette sensation est holistique et elle est investie de valeurs symboliques, bon, mauvais, et pas seulement descriptives. C'est le dressage de l'analyse sensorielle qui va permettre de renvoyer un consensus sur des descripteurs, mais dans le sens commun que, en particulier, les enfants vous livrent, ils n'en sont pas là. Et il n'y a pas de consensus, et ce consensus est à négocier à partir de l'expérience individuelle. Et je vais vous montrer, j'espère avoir le temps, de vous montrer comment fonctionne ce consensus, la construction du consensus. Bon, en plus, donc, le langage, comme les langues, ne sont pas que des mots. Alors, et les gens qui travaillent avec moi savent que le mot vocabulaire, il faut enrichir le vocabulaire. C'est problématique parce que vous avez vu, le vocabulaire des mots du goût, en français, pour le moment, on ne sait pas trop ce que c'est. Et le problème, c'est que ce qui est intéressant et passionnant, c'est que l'expérience du goût est une expérience subjective, individuelle, difficile d'accès. Par contre, le langage est un objet partagé. On a tous le français à notre disposition, des français, différents types de français, différentes ressources de la langue française qui vont nous permettre justement de passer de cette expérience individuelle à une expérience collective partagée. Et donc, le travail que s'est donné l'équipe, c'est de repérer tous les processus psychologiques et linguistiques qui permettent de se passer de cette expression singulière, individuelle du subjectif à l'expression collective qui va être un consensus, une objectivation de ce rapport individuel à travers la communication. Voilà, bon, je continue. Tu m'autorises encore ? Alors ça, c'est pour vous donner un petit exemple, un petit aperçu justement de ces processus qui sont en jeu, qui sont toujours entre psychologie de la sensation et maîtrise du langage. Il y a un très joli exemple qu'on a récupéré d'un travail sur justement la description du goût du pain noir par une équipe en Suisse allemande, donc je vous ai donné la traduction française, parce que, et qui va comme suit. Donc il y a 3 personnages, Ida, Joy et Ada, qui sont dans un focus group et qui essayent de discuter, d'appréhender, d'objectiver leur ressenti du goût du pain noir. Alors, il y a Ida qui commence par dire « Essayons encore une nouvelle fois de décrire le goût du pain noir, le pain ». Donc ça veut dire, si je traduis dans mon système de description, le pain est posé comme référentiel sur lequel ils ont à se mettre d'accord. Okay ? Il est posé sur la table comme ça, le pain. Alors, il m'est arrivé quelque chose. Là, cette phrase veut dire que, premièrement, on a des marques de la personne, c'est-à-dire qu'elle parle de elle. Il m'est arrivé quelque chose. Et il est arrivé quelque chose, donc ça va être un souvenir qu'elle va évoquer. Comme lorsque vous allez en forêt. Donc là, à travers l'introduction du « vous », Ida commence à introduire la possibilité d'un partage. J'ai eu une expérience que vous avez peut-être expériencée quand vous allez en forêt. Partout, les champignons pendent des arbres, comme ça. Donc, elle est en train de mettre en scène une situation, en espérant que vous allez la partager, où elle a expériencé la sensation de ce qu'elle retrouve en goûtant le pain noir. Ça sent comme ça. Hop, on est passé du subjectif à une mise en frontale de quelque chose. Ça sent comme ça. Donc, on est passé du côté de l'objet. Et c'est comme ça le goût du pain. Donc, ça y est, ça boucle. C'est comme ça le goût du pain. Bon, après, il faut essayer de le qualifier plus.
Donc elles sont d'accord, à travers une expérience partagée, d'aller se balader en forêt et d'éprouver des champignons qui pendent des arbres, comme ça. Donc on est dans des processus de catégorisation là constants. Ça, je ne vous renvoie pas à tout le boulot qu'on a fait sur la catégorisation. Ida continue, eh bien peut-être aussi comme des truffes ou quelque chose. Là encore, processus de catégorisation, comme des truffes. Donc ce qu'elle a essayé de décrire, ça ressemble aussi à la truffe, ou quelque chose. Mais quelque chose qui sort du sol, qui sort de la forêt. Donc on est toujours dans ce même univers. Et à ce moment-là, Joy dit terreux. Bon, terreux, ce n'est pas un nom de goût, c'est... Et Ida dit oui, précisément. Et Ada confirme, ah bah terreux, c'est bon. Donc elles ont abouti, à travers le détour par une expérience sensible qu'elles ont construit pour la partager, à un descripteur qui est valide pour eux trois. Alors c'est pas valide pour universellement, mais c'est valide au moins pour ces trois interlocuteurs. Et terreux, là, est un nom de goût, clairement. Bon, donc d'un point de vue psychologique et d'une cognition qui est incarnée et située, c'est pas la cognition qui prend... Alors là, il y a des bagarres entre les psychologues. C'est pas une cognition qui prend comme modèle effectivement les ordinateurs et la cognition en termes de modèle de traitement de l'information. On n'est pas dans cet univers-là, puisqu'elle se caractérise comme espace multimodal ou holistique, qui intègre, vous l'avez vu à travers le petit dialogue entre Ida et ses amis, qui intègre tout un contexte, toute une situation, qui va qualifier la sensation et qui fait partie intégrante de la sensation. La sensation n'est pas complètement directement liée à l'objet goûteux, mais est liée à la manière dont les gens en mémoire ont mis en mémoire leur expérience sensible de cette sensation. Et, tout le travail de l'éducation au goût, c'est précisément de décontextualiser toutes ces connaissances de désignation du goût pour en faire des descripteurs pertinents et collectivement partagés, qui ne sont plus encapsulés dans le subjectif, mais qui sont renvoyés à une des propriétés de l'objet. Mais ça, c'est une construction, une co-construction des interlocuteurs dans l'interaction avec celui qui s'exprime et celui qui a une connaissance qui n'est pas nécessairement partagée, mais qu'il va essayer de partager. Or, donc, d'un point de vue pédagogique, il faut d'abord que le locuteur soit conscient et maîtrise les ressources que la langue française lui autorise à utiliser pour parler du goût. Puisque ces ressources en langue, elles représentent à la fois des représentations collectives, voire scientifiques, partagées, mais des représentations communes, d'utiliser ces ressources pour identifier et amener l'enfant à la connaissance de lui-même et des sensations, ce qui est un autre registre, je pourrais faire une conférence là-dessus, mais accéder et savoir comment questionner un enfant pour qu'il vous livre des informations sur son subjectif, c'est une éducation en soi. Parce qu'ils sont habitués, en particulier dans le cadre scolaire, de donner, non pas de livrer leur subjectivité, mais de donner des connaissances que leur a enseigné l'enseignant. Donc là, il y a tout un travail à faire pour que l'enfant accepte de vous livrer sa subjectivité. Et il y a toujours là aussi des formes de pudeur, de difficulté dans le rapport à l'adulte, de difficulté à être jugé, etc. Donc accéder déjà à l'acceptation par l'enfant qu'il vous livre sa subjectivité, et l'adulte c'est encore pire, c'est déjà une vraie question. Et après, il faut savoir qu'en faire. C'est-à-dire repérer en quoi la sémantique de l'enfant est calée ou décalée par rapport à la sémantique de l'adulte, qui va essayer de se prévenir de projeter sur l'enfant ses connaissances scientifiques, normatives, éventuellement vraies, mais ce n'est pas le problème, pour conduire à la maîtrise du sens des mots et des registres des discours chez l'enfant. Je crois que je suis finie. Voilà, bon. Donc les inviter à parler, comme on dit, à la première personne, en questionnant leur mémoire individuelle. Et le petit exemple du pain noir montre comment on peut faire des détours, justement, par des expériences que l'adulte ne partage pas nécessairement avec l'enfant, pour essayer d'attraper vraiment son individualité et les registres d'expérience
de la sensation gustative qu'on essaie de qualifier, d'explorer. Et que le sens n'est pas directement lié à l'objet. Il n'y a pas de mapping, comme disent les anglo-saxons, entre les mots et les choses, mais c'est bien une négociation du sens pour établir un consensus qui établit l'objectivité de la sensation. Voilà, alors ce dialogue est inégalitaire, mais et c'est une question difficile pour que chacun y joue son rôle et se distribue éventuellement le rôle. Et dans mon expérience que j'ai eue avec Nathalie en tant qu'expertise des classes du goût, c'est vrai qu'il y a un joli jeu à travailler de distribution des rôles entre l'enseignant qui va apporter un discours de connaissance et éventuellement l'éducateur au goût qui va justement débloquer, déverrouiller l'expression de ses connaissances pour autoriser l'enfant à développer l'expression de son expérience sensible à lui. Voilà. Merci beaucoup, Danielle. Alors c'est vraiment passionnant, toutes ces thématiques. Je pense que c'est vraiment un sujet qui pourrait faire l'objet de très belles formations pour des enseignants. On parlait beaucoup du rôle de l'éducation nationale. Je pense que sur toutes ces thématiques du langage, du verbe, qui intéressent beaucoup les instituteurs, il y aurait énormément de choses à travailler ensemble sur effectivement le mode de questionnement, avec un discours centré vraiment sur l'individu, avec des questions ouvertes, avec une écoute du discours de l'enfant. Moi, quand je vais sur le terrain, dans les classes du goût, j'essaye justement d'impulser toutes ces démarches-là, en commençant par vraiment mettre en confiance l'enfant pour qu'il livre son expérience personnelle avec beaucoup de sincérité et d'authenticité. Donc là, il y a vraiment tout un préalable qui est important pour expliquer à l'enfant que personne ne peut goûter à sa place et que personne ne peut parler de ses sensations à sa place. Donc il y a vraiment dans les classes du goût tout un climat de confiance qui est particulier, qu'il faut établir, qu'on sent. On sent ce climat qui évolue au fil des séances. C'est pour ça que les classes du goût, c'est une dizaine de séances en général. Et on sent bien cette libération de l'expression individuelle des enfants au fur et à mesure des séances. Donc ça, c'est intéressant. Ce qu'on fait beaucoup, notamment dans le domaine de l'odorat aussi, c'est que on essaye aux enfants de raconter toute une histoire en introduisant des marques de la personne. Le test que l'on fait souvent, c'est de faire sentir des odeurs aux enfants, mais en faisant très attention à la question qu'on va leur poser, c'est-à-dire on va leur demander à quoi ça te fait penser cette odeur, qu'est-ce que tu ressens, qu'est-ce que tu me raconterais comme histoire à partir de cette odeur-là, plutôt que de tout de suite donner le nom de la source odorante, de l'odorant qui est, ou de demander ce que c'est, parce que ça bloque vraiment l'exploration sensorielle. Donc on a tout un cheminement pour amener l'enfant à parler, et on ne donne le nom qu'à la fin. C'est vraiment pas le principal. Le principal, c'est de savoir quel effet ça a produit à l'enfant. Donc, c'est vraiment toute une façon de penser qui est très particulière, très spécifique, avec un discours qui est plus centré sur l'individu que sur l'objet, ce qui n'est pas forcément habituel dans notre culture. Voilà. On va maintenant continuer avec Roselyne. Bonjour, donc je suis psychologue, psychanalyste, thérapeute familiale et je souhaiterais aujourd'hui vous faire part de mon expérience clinique auprès d'enfants présentant des troubles du comportement alimentaire. J'évoquerai avec vous, à partir de 3 cas, quelques pistes de réflexion concernant l'expression du goût et du dégoût chez l'enfant en famille. Depuis quelques années, je reçois régulièrement en consultation des parents préoccupés, inquiets, voire désemparés face au comportement alimentaire de leur enfant qui sont parfois inhabituels, déroutants et même excessifs. Alors la semaine dernière, je trouve que c'est comme ça, j'ai reçu le petit Louis, âgé de 2 ans, avec sa maman. Louis, brusquement, repousse les aliments qu'il aimait, ne veut manger que des pommes de terre et des bananes et dit non à tous les légumes avec une grimace de dégoût. Sa mère est démunie devant un tel comportement, elle lui prépare spécialement des bons petits plats, mais son fils les rejette systématiquement.
Elle m'explique que le comportement de son fils la met parfois en colère et la rend triste. Parce que, dit-elle, c'est très important pour moi que mon fils puisse apprécier la bonne cuisine. Je veux donner à mon fils ce qu'il y a de mieux, c'est-à-dire la meilleure alimentation, comme les meilleures écoles et études, les meilleures vacances. Je veux lui donner le goût des différentes saveurs, le goût des plats de mon enfance, de ma famille. Et tout d'un coup, pendant qu'elle me parle, elle s'arrête et elle me dit « Mais c'est pas possible, je peux lui donner des cadeaux, des jouets, les plus beaux vêtements, des bonnes études, mais le goût, c'est à lui, je ne peux pas lui donner. » Et elle me regarde et elle me dit « Mais qu'est-ce que je peux faire ?» Alors, on pourrait dire que la devise de cette maman, c'est « Tout pour mon fils ». Et ce que je constate, c'est que la société évolue, les structures familiales changent, et je reçois de plus en plus de parents qui veulent le meilleur pour leur enfant. Ils sont prêts même à faire beaucoup de sacrifices pour lui. Nous voulons qu'il soit heureux, épanoui, disent-ils. Et certains rajoutent d'ailleurs « sa vie, c'est ma vie ». Et ils donnent aux enfants ce qu'il y a de mieux en matière d'alimentation, et ceux-ci, ces enfants, se doivent de recevoir et de consommer ce qui leur est préparé avec tant d'amour. J'ai le sentiment que tout ce que je fais pour mon fils ne sert à rien. Et quand il jette par terre la nourriture que je lui ai préparée avec tant d'attention, en espérant que cette fois ce sera la bonne et qu'il mangera, je ne peux pas m'empêcher d'être désespérée, même si j'essaye de ne pas lui montrer. Pour la maman de Lou, ce n'est pas l'aliment que son fils rejette, mais elle. Effectivement, c'est l'âge de la néophobie alimentaire. L'enfant refuse de recevoir tout aliment qui lui paraît suspect. Il préfère retrouver dans son assiette les aliments qu'il connaît, car cela le rassure. Mais pour des parents qui sont prêts à tout pour le bonheur de leurs enfants et qui veulent tout leur donner, y compris le goût, c'est dur à accepter. D'autant que jusqu'à l'âge de 2 ans, l'enfant acceptait ce que les parents lui donnaient, qu'il goûtait de tout. Alors d'emblée, manger s'inscrit dans la relation mère-enfant. Et le cycle de l'échange s'installe dès la naissance. La mère donne la vie, elle donne du lait au bébé, qui le reçoit en l'avalant, et qui en retour manifeste son contentement par des sourires, des gazouillis, ce qui encourage d'ailleurs la mère à continuer à lui donner à manger. Le don de nourriture constitue le premier moment de l'échange mère-bébé. Le psychanalyste Jean-Marie Delassus décrit la maternité comme un don en 3 temps. Je donne, tu reçois et tu renvoies. Le cycle du don est donc au cœur du besoin réciproque de l'enfant et de la mère. Dès le début de la vie, le bébé et sa mère sont dans l'échange sous forme du donner, recevoir, rendre, tel que le décrit l'anthropologue Marcel Mauss dans son livre Essai sur le don en 1929. Il observe que les relations sociales obéissent à cette triple obligation du donner, recevoir, rendre pour assurer la permanence du lien. Les premiers moments de l'échange social se font autour du don, de nourriture comme entre le bébé et sa mère. Et ce don est vital pour l'enfant, mais c'est aussi un acte de socialisation. Le don de la mère peut être vécu, on sait, de manière ambivalente. En effet, quand le nourrisson avale son biberon, il ne fait pas que consommer la nourriture. Quand le bébé tète le sein de sa mère, il incorpore non seulement du lait, mais aussi le sein, voire le corps de sa mère, même une partie de ses affects. Il n'arrive pas à séparer le lait de la mère, ce qui peut entraîner parfois des troubles du comportement. En effet, la séparation entre ce que l'on mange, ce qui vient de l'extérieur et soi-même, est l'un des fondements de l'intégrité physique, psychique et psychologique. Et en fait, il en est de même dans les sociétés plus primitives, comme le décrit Marcel Mauss, en observant les échanges de nourriture entre les tribus, où ne pas rendre le don revient à manger l'âme de l'autre. Si celui qui reçoit ne rend pas, il a en lui, de manière magique, par le don, reçu une partie de l'âme de l'autre. Dans cette croyance animiste, il y a une réelle obligation de rendre le don, de peur que la personne qui donne ne prenne le pouvoir. Car le don instaure une relation de pouvoir entre celui qui donne et celui qui reçoit. Et ce dernier ne peut sortir de la dépendance qu'en opérant un contre-don, pour ne plus être sous l'emprise de l'autre. Le contre-don de l'enfant, matérialisé par ses sourires et ses gloussements, lui permet de rendre et de faire à ses parents un don de plaisir.
La reconnaissance de ce don par les parents est le premier stade de la séparation et donc de l'individuation. Cette reconnaissance du don de l'enfant est fondamentale. Elle aide l'enfant à construire son identité, sa personnalité. Lorsque l'enfant rend, il devient un individu à part entière, capable de donner à son tour. Il ne fait plus un avec sa mère, il n'est plus dans la fusion. Peu à peu, il apprend à faire la part entre ce qu'il fait pour lui et ce qu'il fait pour les autres. Mais lorsque ce cycle du don est perturbé, des troubles du comportement alimentaire peuvent apparaître. Ainsi, la maman de Louis a le sentiment que ce ne sont pas les aliments que son fils rejette, mais elle. Et tous ces refus la remettent en question dans son rôle de parent. Elle craint d'être une mauvaise mère, ne donnant pas à son fils tous les nutriments nécessaires et s'inquiète des carences éventuelles du fait d'une alimentation déséquilibrée. Or, ce n'est pas elle que Louis rejette, mais le don. Louis entre dans une période où tout ce qui est proposé à l'enfant est rejeté. Auparavant, il acceptait le don de ses parents, mais désormais, cette acceptation ne va plus de soi. C'est l'âge du non. Pour se construire, il ressent le besoin de manifester son caractère en s'opposant à ses parents. C'est un moment, une période d'appropriation par l'enfant de son identité. Il affirme peu à peu ses goûts alimentaires et ses préférences pour arriver à consommer des aliments pour lui. Il arrête de recevoir et ne veut manger que pour lui. Alors c'est ce que Charlotte, 13 ans, en surpoids, exprime d'une autre façon. J'adore les pâtes. Quand je rentre de l'école, la première chose que je fais, c'est de me préparer un bon plat de spaghettis. Je rajoute de la sauce tomate, du basilic ou toute autre chose parce que j'aime quand il y a plein de goût. C'est mon moment de plaisir, me dit-elle. En même temps, elle se sent mal à l'aise dans son corps. Elle dit « Je vois bien que je grossis, j'y pense beaucoup, mais le soir, je ne peux pas m'empêcher de manger de nouveau en famille. » Charlotte vit dans ce qu'on pourrait appeler une famille idéale. Mais plus ses parents s'occupent d'elle et répondent à ses moindres désirs, plus elle grossit. Nos parents font tellement de choses pour nous, dit-elle. Pendant les vacances, ils nous amènent dans les meilleurs endroits, les meilleurs hôtels. Ils font le maximum pour nous. Ils nous accompagnent à nos activités. Ils nous gâtent. Ils veulent nous faire plaisir. Mais, me dit-elle, moi je me sens mal de ne pas pouvoir en faire autant pour eux. Pourtant, j'essaye de les aider dès que je peux. Pour les soulager, quand je rentre de l'école après avoir mangé mon plat de pâtes, je m'occupe de mes frères et sœurs. Quand ma mère est triste, je la console. Je l'aide à chercher ses affaires. Quand elle les perd, je sais que ça la met dans tous ses états. Et, ajoute-t-elle avec une pointe d'humour, c'est comme un tic. Je ne peux pas m'empêcher de les aider et de faire attention à eux. On pourrait dire que Charlotte reçoit beaucoup de ses parents, mais elle donne aussi beaucoup. Ce sont des dons visibles comme l'aide aux devoirs pour sa fratrie ou l'aide dans les actes de la vie quotidienne. Mais le plus souvent, ce sont des dons invisibles, comme l'inquiétude pour sa mère qui a des difficultés ou le souci pour sa mère qui semble fatiguée ou triste. De leur côté, les parents de Charlotte expliquent que lorsqu'on met des enfants au monde, on se doit de s'occuper d'eux, leur donner sans compter en leur procurant le plus d'amour possible. Finalement, dans cette famille, tout le monde se sent en dette. Les parents d'avoir donné la vie à leur enfant et à ce titre, tout ce qu'ils doivent lui donner, lui apporter, avec le sentiment qu'ils n'en font jamais assez. Et réciproquement, Charlotte se sent en dette devant tant de dons qu'elle reçoit, car elle a le sentiment qu'elle ne pourra jamais rembourser ses parents et leur rendre à la hauteur de tout ce qu'ils font pour elle. Face à tant de dons des parents, les enfants se sentent redevables. Mes parents m'ont donné la vie, je leur dois tout, pense-t-il. Alors évidemment, bien sûr, cette dette est imaginaire, car on ne peut jamais rembourser sa vie. Mais la culpabilité de ne pas pouvoir donner à leurs parents autant que ce qu'ils ont reçu est si forte qu'ils sont prêts à sacrifier leur propre plaisir, leur propre désir et même donner leur vie à l'autre. À ce moment-là, on comprend que manger est un moment de grand plaisir où ils pensent avant tout à eux. Pour Charlotte, dit-elle, le bonheur est dans l'assiette. Rentrer à la maison après l'école, c'est pénible, mais heureusement qu'il y a mon bon plat de pâtes qui m'attend. C'est un moment où plus rien n'existe. Elle est seule face à son assiette, sans être préoccupée en permanence par les autres. Alors le plus souvent, on est attentif à tout ce que les parents donnent aux enfants, mais plus rarement nous nous interrogeons sur tout ce que les enfants donnent à leurs parents. Un thérapeute familial hongrois, Ivan Bozoméninagi,
à parler d'enfant parentifié, autrement dit, l'enfant parent de ses parents. Il a développé une théorie portant sur l'importance de reconnaître les efforts de l'enfant pour soutenir ses parents. Ainsi, au cours de la thérapie, Charlotte a pu exprimer à ses parents son inquiétude et sa vigilance à leur égard. Ces derniers ont reconnu tout ce qu'elle faisait pour eux et l'ont fortement remerciée. Cette reconnaissance et ces remerciements lui ont permis d'accepter de s'occuper davantage d'elle, autrement qu'en se précipitant sur son plat de pâtes. Julie, 15 ans, dont les parents sont divorcés, explique comment elle était déchirée entre manger bio chez sa mère et cuisine traditionnelle chez son père, et comment elle a arrêté de manger pour ne pas privilégier un parent plutôt que l'autre. C'était la seule solution qu'elle avait trouvée pour échapper à un conflit de loyauté. Mais, dit-elle, ce qui me sauvait, c'était de manger toujours la même chose, des poires et du blanc de poulet. J'étais perdue, je ne savais plus qui j'étais, qui j'aimais, ce que j'aimais ni ce que je voulais, mais j'étais sûre d'une chose, j'aimais le goût des poires et du blanc de poulet. C'était mon goût, mon plaisir, et cela venait de mon corps qui me disait que c'était bon pour moi. Ça me rassurait, je ne pouvais manger que ça, tout le reste me dégoûtait, j'avais toujours peur de grossir. Alors, en conclusion et au travers des troubles de ce comportement alimentaire, on pourrait dire que ce qu'on perçoit, c'est que l'expression du goût, c'est l'expression de soi, c'est le droit à la singularité. Il nous appartient, il fait partie de notre identité, parce qu'il est familier, il est rassurant, et il est porteur de repères intimes qui ne relèvent que de soi. Il participe à la construction et à la structuration de l'individu et véhicule l'histoire des traditions culinaires, familiales et sociales. Bien sûr, on ne peut pas parler du goût sans parler de la parole qui l'accompagne. C'est par le dialogue sur ce que l'enfant donne, reçoit et rend que l'enfant apprend à reconnaître et à exprimer les différentes sensations qu'il éprouve. Le dialogue aide l'enfant à mettre des mots sur son plaisir, sur son désir, et lui permet d'accepter, d'ouvrir la porte vers des goûts et des saveurs inconnues en acceptant de recevoir. Voilà. Merci beaucoup Roselyne, en particulier pour cette magnifique conclusion sur le lien entre l'identité, la construction de la personnalité et le goût. Et justement, le fait d'exprimer ces sensations, d'associer le langage, etc. Est-ce que c'est quelque chose que vous utilisez beaucoup dans vos approches thérapeutiques? Oui, c'est-à-dire que ce n'est qu'à toute la question, c'est comment les parents aident l'enfant ou lui permettent d'exprimer ce qu'il aime, ce qu'il aime, c'est par rapport à son désir, par rapport à son plaisir. Tout à fait. Oui, c'est vraiment une partie importante. Et pour Julie dont je parlais, un des moments dans sa thérapie, ça a été de lui faire associer, pour lui redonner le goût à manger, c'était de lui faire associer chaque fois qu'elle mangeait quelque chose à un souvenir d'enfance. Et en fait, mon idée, c'était que pendant qu'elle mangeait, elle pensait aussi à ce à quoi ça lui rappelait, les souvenirs. Et donc, au fur et à mesure, elle me parlait beaucoup de ses souvenirs d'enfance. Et petit à petit, elle s'est remise à manger, enfin pas que ça, mais entre autres, elle s'est remise à manger, mais tout naturellement, si je peux dire, oui, par l'intermédiaire du goût, justement. Ouais. Et de la mémoire également, qui se construit, une mémoire qui résiste très très bien au temps. Je voulais juste, pour pallier un tout petit peu à l'absence d'Aurélie, vous donner deux références de textes qu'elle m'avait communiquées avant cette table ronde, que je vous encourage donc à lire du coup. Voilà, donc Aurélie Maurice, qui travaille comme maître de conférence en sociologie au laboratoire éducation et pratique de santé à l'université de Paris 13, a beaucoup travaillé dans le cadre de sa thèse sur la façon dont les collégiens, c'était des collégiens de 5e dans le département du Val-de-Marne, s'appropriaient des programmes d'éducation à l'alimentation
l'éducation et au goût. Il y avait quand même une forte partie de ces programmes-là qui étaient orientés alimentation et nutrition et un petit volet sensoriel. Et donc Aurélie a regardé comment ces jeunes rapportaient ces projets à la maison, comment ils se le réappropriaient. Et donc elle a fait beaucoup d'observations participantes. Elle a passé énormément d'heures dans ses collèges, aux côtés des collégiens, à partager leurs cours, leur quotidien, etc. Puis elle est allée dans les familles pour voir, pour s'entretenir avec les parents, etc. Et elle a montré à quel point le milieu social et familial est déterminant pour cette réappropriation de programmes pédagogiques. Donc dans ces deux articles que je vous cite, elle donne vraiment au cas par cas différents types de profils de familles, notamment des familles dans lesquelles il y a un espace d'expression de l'enfant, où l'enfant peut raconter ce qu'il a vécu à l'école. Et puis des familles où au contraire cette expression-là n'est pas possible. Donc toutes ces thématiques-là sont très importantes. On en a un petit peu parlé depuis hier sur le fait que les enfants peuvent aussi rapporter un certain nombre d'apprentissages à la maison et voir comment les parents acceptent, intègrent tout ça ou tournent le dos ou se confrontent carrément à ces approches pédagogiques. Voilà. Donc encore une fois, ce n'était pas uniquement un projet d'éducation au goût ici, et cette réflexion-là, je pense, a beaucoup d'importance parce que vous savez que dans l'approche pédagogique d'un projet d'éducation nutritionnelle, c'est pas du tout la même approche que dans une classe du goût. Et je pense que les enfants ont beaucoup plus de facilité à s'approprier les apprentissages issus des classes du goût qui ne sont pas des injonctions, qui ne sont pas normatifs, alors que justement sur des projets d'éducation nutritionnelle ou d'éducation à la lecture des étiquettes, etc., il y a un côté un petit peu plus normatif et injonctif qui fait que parfois le projet ne passe pas la porte de la maison. Voilà. Donc encore une fois, navré qu'Aurélie ne soit pas là pour présenter ses travaux. On a beaucoup échangé pour préparer cette table ronde et ça rejoint du coup les réflexions qui étaient issues du projet Et du Sens qui avait été mené avec l'INRA de Dijon entre 2005 et 2009. C'était un projet qui visait justement à évaluer l'impact des classes du goût, à la fois sur le comportement alimentaire, sur le langage, etc. Et Claude Wissner-Bourgeois, maître de conférence à AgroParisTech, avait mené 26 entretiens d'1h30 avec des parents d'enfants qui avaient mené des classes du goût. Et on était assez en phase avec Aurélie dans nos observations parce qu'on observait qu'il y avait vraiment différents types de familles. Certaines familles pour lesquelles l'éducation au goût va s'implanter facilement, est en phase avec les valeurs familiales, etc. Et puis d'autres où il y a une quasi-opposition entre les valeurs familiales et puis les valeurs de l'éducation au goût. Donc tout ça, c'est des choses qui montrent encore une fois que parfois il y a des bonnes intentions de mener des programmes pédagogiques par le biais de l'école, mais la réalité des choses est complexe. Hein. Comment on s'approprie les messages? Est-ce que l'enfant est effectivement un relais qui va transmettre des choses aux parents? Tout ça, ça s'analyse à la fois en fonction du milieu social et puis de l'histoire familiale aussi, différentes variables qui expliquent le fait que le projet va être transféré ou pas. Voilà. Alors, on arrive maintenant au temps d'échange. Il nous reste une petite demi-heure pour prendre vos questions pour nos deux intervenantes. Je voudrais juste ajouter quelque chose par rapport à ce que vous venez de dire sur... En fait, la question qui se pose, c'est comment les parents acceptent de recevoir de l'enfant et comment ils peuvent accepter de recevoir, les en remercier. Et c'est vraiment du même ordre d'idée d'accepter de recevoir enfin, un don de leur enfant, quelque chose de leurs enfants. Je pense que, enfin, entre autres, ça peut être très intéressant d'étudier ça. Ouais. Oui.
Merci beaucoup à toutes les trois. C'est une question pour Madame Lévy-Basse. Lorsque vous êtes en phase d'enfants avec des troubles, des difficultés ou des troubles du comportement alimentaire, quelles sont les méthodes, quelles sont les solutions que vous mettez en place, que vous mettez en œuvre pour en sortir? Quel est le temps qu'il faut pour les dépasser? Est-ce qu'il y a eu des catégories d'origine de ces troubles? Est-ce que ça a été catégorisé? Voilà. Et quelles sont les solutions qu'on met en œuvre? Alors, je peux vous livrer mon expérience. Effectivement, ce sur quoi je travaille, c'est ce que je viens d'exposer là. C'est vraiment beaucoup sur, pour le dire simplement, tout ce que les enfants font pour les parents et qui ne se voient pas. Et donc, c'est tout un travail parce que je peux le faire soit en famille, soit avec les enfants ou les adolescents de leur côté. Ce que je peux constater, c'est que souvent je reçois souvent des familles, mais parfois, quand les enfants ont des troubles du comportement alimentaire, je les reçois aussi seuls. Et ils m'expliquent en fait comment ça se passe avec leurs parents, et ils m'expliquent comment ça se passe à la maison, comment papa, je sais pas, est déprimé parce que il est au chômage, que sa mère, elle est triste. Enfin, ils me racontent ce qui se passe dans la vie de la famille. D'ailleurs, c'est le cas exactement de Charlotte. Et je leur dis, bon, ben, d'accord, donc tu fais beaucoup de choses, etc. Et ils me disent, oui, non, mais de toute façon, ça va pas. De toute façon, c'est eux-mêmes qui disent, ce qui compte, c'est que, voilà, je grossis ou je n'arrive pas à manger. Je leur dis, oui, d'accord, mais toi, est-ce que tu arrives à parler avec tes parents de tout ce que tu viens de me dire, de tout ce qui se passe là? Et ils me disent, non, ça jamais je leur dirai. Je leur dis, mais pourquoi? Ah non, non, alors écoutez la réponse. Je ne veux pas leur dire parce que si je leur dis que je me fais du souci pour eux, ils vont s'inquiéter que je me fasse du souci pour eux. Mais c'est ça. Hein. Et alors je pourrais dire, pas quel que soit l'âge de l'enfant, mais quasiment. C'est-à-dire que je peux voir des jeunes, je pense à un jeune enfant qui m'a dit, c'est lui qui m'a dit, mes parents m'ont donné de la vie, vous comprenez, je lui dois tout. Il avait 9 ans. Je lui dis, mais répète ce que tu viens de dire. Bon. Mais ça peut arriver, je pense à une jeune patiente qui a 20 ans, 22 ans, enfin voilà, qui fait des études universitaires, etc. Je la connais bien, je lui dis, mais enfin écoute, tu pourrais le dire, tout ce que tu me dis là. Elle me dit, mais jamais, vous entendez, jamais, même pas en rêve, je dirais une chose pareille. Voilà, pour dire la force de ce qui se passe là, dans ce lien. Et les troubles du comportement alimentaire, ce que je vous décris là, c'est vrai que ça a à voir beaucoup avec des jeunes qui ont des troubles du comportement alimentaire. Alors, par rapport à la durée, je pourrais dire, c'est pas aussi simpliste que ça, mais à partir du moment où ça s'est entendu, et ça a pu être parlé avec les parents, et on a pu en parler, assez rapidement, finalement, ça va mieux parce que les enfants, ils n'ont pas uniquement comme terrain, si je peux dire, que l'acte alimentaire. Ils peuvent passer à autre chose. Tant qu'ils ne peuvent pas passer à autre chose, on ne peut pas leur dire tu vas manger moins pour ceux qui sont en surpoids ou tu vas manger plus parce que c'est quelque chose de vital, c'est un endroit à eux qu'ils ne veulent absolument pas laisser aux autres. Je ne sais pas si c'est clair, mais vraiment c'est ça. Ouais. Merci. Est-ce que le fait justement de décrire ces sensations, ces perceptions sensorielles, etc., ça serait une réappropriation? C'est très important, ça passe par là. Mais il faut d'abord passer cette barrière-là. Et une fois que cette barrière-là est passée de tout ce qui se passe dans la relation, on peut enfin accéder à qu'ils expriment ce qui se passe pour eux quand ils mangent, ce qu'ils ressentent, ce qu'ils éprouvent, le dégoût, comme si, je sais pas, on les empoisonnait, ou le plaisir qu'ils ont à manger. Je me souviens d'une jeune adolescente anorexique, le plaisir qu'elle a eu à me dire qu'elle retrouvait justement le goût de son enfance, qu'elle pouvait partager de la brioche avec ses amis, qu'elle pouvait manger de la tarte aux pommes qu'elle adorait. Tout d'un coup, tout ça c'est revenu. Et pas que sur, je disais, les poires au goût blanc de poulet, mais tout d'un coup, ça s'est largement enrichi. Oui, par la sensation. Hein. Parce que ce qu'elle explique, ce que Julie dit là, c'est que c'est vraiment la sensation, c'est soi, quoi. C'est son corps. Hein. Et ça, personne ne peut l'enlever. Hein. Hein. Oui, il y avait d'autres questions ? Du coup, vous avez parlé du domicile et je me demandais en fait depuis le début de la conférence
comment est-ce que le passage pouvait s'effectuer des restaurants scolaires ou du collège à des situations familiales en situation de précarité psychique ou financière? Parce que du coup, les enfants sont éduqués au collège, mais comment il peut y avoir ensuite une continuité dans des situations très difficiles? Donc ça, c'est ce que devait présenter Aurélie Maurice, hein, c'est ça. Je vais peut-être vous communiquer juste quelques extraits de ces articles qu'elle m'avait fait passer. Donc, le projet en question, c'était un projet qui était porté par le milieu scolaire, par le collège. Dans une classe de 5e, il y avait 2 sites dans son étude. Un site plutôt dans une ville favorisée et puis un autre site assez défavorisé. Et donc Aurélie avait regardé comment les enfants parlaient à la maison des projets d'éducation alimentaire ou d'éducation au goût qu'ils avaient pu vivre à l'école. Donc elle a fait pas mal d'observations participantes, elle a regardé les processus de retraduction, d'adhésion ou de refus, de mise en pratique, de contournement. Et elle montre que vraiment, selon le milieu social, le transfert ne se fait pas de la même façon. Je vous lis peut-être un petit extrait. Elle montre que certains adolescents en particulier montrent leur attachement à une culture alimentaire adolescente avec leur goût pour certains aliments, le fast-food, etc. Et que justement, pour garder une bonne image auprès de leur père, et puis parce qu'ils sont en opposition avec le milieu scolaire, ils gardent les contenus de ce projet-là pour eux et ils en parlent très peu, ils en portent très peu dans leur famille. D'autant qu'on a souvent dans ces textes-là des familles qui sont décrites où effectivement, par exemple là la mère est partie, le père élève ses enfants tout seul et il n'y a pas un espace de dialogue entre l'enfant et le parent. Donc c'est vrai que tout ce travail-là d'Aurélie, il est intéressant parce qu'il montre à quel point c'est plus complexe que ce qu'on croit d'essayer de vouloir sensibiliser les parents par le biais des enfants. Que la retransmission par voie ascendante ne se fait pas si facilement que ça, que ça dépend vraiment à la fois du milieu social, des préoccupations des familles et puis aussi de la communication, de l'espace de dialogue qui peut exister entre l'enfant et le parent. Et puis même au-delà de ça, c'est surtout l'aspect financier. Moi je me disais même quand l'enfant communique, parce que du coup il est engagé dans ce projet-là, même s'il le communique, mais que les parents n'ont même pas les moyens ensuite sur le plan alimentaire. Alors, moi j'ai mené juste en 2018-2019, tout récemment, un projet justement qui se passait en Guadeloupe avec des familles guadeloupéennes. Donc là, il n'était pas question d'éducation au goût en milieu scolaire. On a fait de l'éducation au goût au sein de la famille. Et en fait, le frein principal que les mamans évoquent pour mener de l'éducation sensorielle à la maison, pour qu'elles-mêmes éduquent au goût leurs enfants, c'est pas un frein financier. Très peu ont évoqué ce frein financier-là, parce que en fait, l'éducation au goût, ça s'appuie sur des choses simples. On peut très bien redécouvrir des aliments de base, des aliments familiers. Nous, dans les classes du goût, dans les premières séances, on déguste un morceau de pain. En utilisant tous les sens. Mais on redécouvre vraiment un aliment qui nous paraît connu, qui nous paraît familier, mais là, le fait d'y prêter une attention très soutenue, d'impliquer tous les sens, d'en parler, de prendre le temps de le déguster et d'en parler, ça change complètement le rapport à l'aliment. Donc le frein qui est principalement évoqué par ces familles, même défavorisées en Guadeloupe, c'est plus le temps finalement, l'organisation de mener des activités et de cuisiner avec l'enfant. C'est plus le temps qui est un frein souvent cité, mais le budget est vraiment rarement cité.
Oui, bonjour. Du coup, ma question, moi, c'était plus sur la verbalisation et l'expression par le langage. On comprend que pour construire son identité et avec les conférences qu'on a vues ce matin aussi, du coup, répondre aux enjeux d'intégration dans la société, dans le cas de l'éducation à l'alimentation, il est hyper important de maîtriser le langage. Mais donc, du coup, j'aurais voulu discuter avec vous de qu'est-ce qu'on peut faire avec des enfants qui ont des difficultés au niveau du langage, justement. Donc, je pense par exemple à des autistes qui ont des problèmes au niveau communication et langage, ou encore à des enfants par exemple, on encadre des projets à destination des migrants et qui du coup ne parlent pas la même langue que l'éducateur. Donc voilà, j'aurais bien aimé avoir vos retours d'expérience ou vos avis avec ce type de public en particulier. Il y a plusieurs choses dans ce que vous dites. Il y a premièrement les différences de langue qui peuvent être utilisées de manière positive et constructive dans la démarche de justement co-construction des catégories du sensible avec les enfants, parce que toutes les langues ne découpent pas de la même manière le spectre de toutes les sensations olfactives ou gustatives. Et dans les recherches interculturelles qu'on a pu faire, c'est d'ailleurs très intéressant de voir comment s'établissent justement des consensus sur le sens des mots. Un exemple qui me semble particulièrement parlant, c'est un travail sur une langue africaine, sur les odeurs, ou un terme d'odeur parce que dans cette langue il y a des termes d'odeur comme nous on a des termes de couleur. Il y avait un mot, l'ifugi, je crois, mais enfin bon, bref, peu importe, qui renvoie non pas à un type d'objet précis, mais à une classe d'objets qui sont, dans notre jargon, qui provoquent des sensations trigéminales. Bon, donc c'est irritant. Et donc ce terme-là est utilisé pour un certain nombre de plantes africaines qui suscitent des sensations olfactives ou gustatives irritantes. Et quand on a demandé aux informateurs africains de décrire les objets qui pouvaient être qualifiés de l'ifugi, il y a les jeunes qui avaient quitté le village et qui étaient allés en ville, qui disent oui, c'est un terme qui qualifie les gaz lacrymogènes. Donc, pour vous dire encore une fois que, oui, une expérience qui n'existe pas qu'en Afrique, mais pour vous dire encore une fois que le sens des mots n'est pas directement lié à un objet et qu'on peut utiliser justement la différence de différents types de langues pour voir justement quelles sont les catégories d'objets qui peuvent être qualifiés et rentrer sous une dénomination qui fonctionne en fait comme un terme de saveur ou un terme d'odeur, puisqu'il traverse différents types d'objets. Par exemple, là aussi, on nous dit que ça a sur les odeurs, on nous dit que ça a une odeur de pomme pour un shampoing. Bon, il n'y a pas beaucoup de pommes dans le shampoing, mais c'est pas grave. Et odeur de pomme devient un terme d'odeur. Et on peut utiliser avec les gamins dans l'éducation, justement, si on est attentif à ce que raconte la langue, de créer des situations pour essayer de circonvenir la signification de ce que l'enfant ou l'interlocuteur donne comme description en référence, encore une fois, à une expérience sensible. Alors, le problème reste, la deuxième partie de la question, comment susciter cette explicitation? Alors, avec les enfants étrangers, bon, c'est d'abord un problème de reconnaissance de leur langue et d'intérêt manifeste de partager dans le groupe, y compris avec l'institut ou l'animateur, la curiosité, qui ne doit pas venir que de l'enfant, mais la curiosité de dire, tiens, dans ta langue et dans ta culture, on met ces catégories d'objets dans le même sac au niveau information sensorielle et gustative. Et donc d'avoir un dialogue entre les langues qui finit par être un dialogue entre les personnes qui parlent des langues différentes. Et la question qui demeure, c'est comment susciter l'expression ? Que ce soit alors là, c'est un problème chez l'autiste ou c'est un problème même chez le gamin qui
qui ne sait pas parler français et qui est embêtée de parler sa langue parce qu'elle n'est pas aussi valorisée que le français. Et là, je pense aussi que c'est à travers la possibilité de laisser la parole ouverte à l'expérience sensible à travers la consommation ou le goût des produits. Et justement, si c'est un produit exotique, toi tu dois avoir l'expérience en Guadeloupe, de justement partager le fait qu'une expérience sensible ressemble à une expérience sensible qui appartient à un univers semblable, qui n'est pas semblable d'une culture à une autre. Je fais référence aussi, là, par exemple, à des travaux, encore une fois, sur l'olfaction, en langue espagnole, où des linguistes ont mis en évidence qu'un certain nombre de termes d'odeur, en espagnol, catalan et en espagnol, je dis des horreurs, en espagnol d'Espagne, en castillan, ou en espagnol d'Amérique latine, n'avaient pas des couvertures catégorielles identiques. Donc, ce n'est pas seulement des différences entre les langues, mais même à l'intérieur des langues, l'espagnol ou même à l'intérieur du français. Ce que j'ai essayé de vous montrer aussi, c'est que les clôtures sémantiques varient en fonction des communautés et de l'usage des langues dans des communautés linguistiques ou professionnelles. Voilà. Je ne sais pas si j'ai répondu. Oui, il y avait encore une question là au premier rang. Alors moi, toujours la cantinière des Breuils. J'ai 2 enfants. Alors j'ai une petite jumelle qui a été séparée, ça fait à peu près 1 an de sa jumelle. Elles ont été mises en famille d'accueil. Et par moments, cet enfant, la petite Emma, qui était adorable avant la séparation, pousse des hurlements. Et dans le personnel qui travaille à la cantine le temps du repas, j'ai une personne qui est spécialisée dans le domaine des enfants et qui, elle, laisse crier l'enfant. Et moi, quand je viens, j'apaise l'enfant aussitôt, parce que bon, ça peut déranger les autres enfants, je lui parle gentiment, ça dure une demi-seconde. Hein. Je viens vers elle, je lui parle, et ça s'arrête tout de suite. Alors je voulais savoir, qu'est-ce qui est bon? Est-ce qu'il faut laisser crier l'enfant qui veut évacuer quelque chose, ou essayer de l'adoucir et qu'elle passe à autre chose? Mais elle crie des hurlements stridents. Mais c'est particulier. C'est une douleur interne. Mais c'est dans la journée, c'est pas particulièrement. C'est pendant le repas. Ah, pendant le repas? Oui, excusez-moi. Ah oui, d'accord, pardon. Oui. Pendant le repas, elle se met à crier. Oui. Ouais. Donc on ne sait pas ce que ça veut dire évidemment, mais c'est vrai que après je ne sais pas. Oui, la laisser crier, c'est pas très, ça n'a pas tellement de. Disons que ça fait peur aux autres enfants. Oui, puis même pour elle, ça correspond pas à grand chose, parce que quand les enfants crient, elle a quel âge? Cette petite, elle est en CP, elle a 6 ans, elle va sur 7 ans. Parce que les enfants, quand ils crient, c'est vrai que c'est important à un moment donné de les apaiser, de les tranquilliser, parce qu'ils se font peur eux-mêmes. Oui, puis surtout, ils n'arrivent pas. Oui, puis ils n'arrivent pas eux-mêmes. De toute façon, les enfants, ils ont beaucoup de difficultés à se stopper eux-mêmes quand ils se mettent à crier, à être en colère. Donc c'est important qu'on puisse les arrêter, les contenir, pour que déjà ils arrêtent d'avoir peur d'eux. Oui, parce que la voix douce, tout de suite, elle s'arrête. Oui, bien sûr. Alors j'ai un autre cas aussi. J'ai une petite qui a 3 ans, qui vient d'arriver, et cette petite, elle a des difficultés elle a un comportement alimentaire. Elle refuse la nourriture. Oui. Donc, je voudrais savoir comment l'aider, parce que je sais qu'elle est suivie en dehors. Ah oui, d'accord. Mais le problème, c'est quand on est chef, quand on cuisine, on fait attention que tous les enfants mangent quelque chose, qu'ils repartent pas à l'école le ventre vide et qu'ils aient un malaise. Et qu'est-ce qu'elle aime? Elle aime rien. Elle veut rien du tout. Elle mange absolument pas. Alors bon, elle va manger un morceau de pain. Une petite cuillère de purée, vraiment le strict minimum. Oui. Elle se nourrit comme un oiseau. Oui, alors il y a d'autres troubles. Peut-être laisser faire ou qu'est-ce que vous en pensez? Ah oui, il y a d'autres troubles certainement, mais alors en ce qui concerne justement tous ces cas de refus, je pense qu'il faut être extrêmement vigilant et il faut demander à l'enfant de s'alimenter le temps nécessaire, mais au bout d'un certain temps, si on voit que l'enfant obstinément refuse, c'est très important de ne pas insister.
Oui, parce que bon, je lui propose d'autres aliments. Mais si elle ne veut pas, c'est important de ne pas insister, de la laisser faire. Si elle mange un peu de pain, un peu de purée, ben c'est déjà beaucoup. C'est qu'elle mette quelque chose dans son... Exactement, peu importe quoi. Ouais. Merci. Oui, il y a une question encore ici, peut-être la dernière. Merci beaucoup pour tout ça. Donc, toujours pareil, donc, Virginie, je suis nutritionniste. Je m'intéresse à ce que vous dites sur le côté, évidemment, on évite d'être normatif. On comprend tous l'intérêt de laisser l'expérience sensible et l'enfant de s'exprimer. Ce qu'on sait aussi, ou ce qu'on voit aussi, et c'est encore un autre débat transverse, avec la présence des écrans, avec la présence des tétines dans les bouches des enfants jusqu'à un âge dingue, on se rend compte quand même que le vocabulaire s'appauvrit. Moi, je me suis souvent fait la réflexion dans ma démarche de me dire, on apprend aux enfants le champ lexical des couleurs, on apprend aux enfants le champ lexical des sons, on apprend le champ lexical des vêtements, etc. Et je trouve qu'on n'apprend pas beaucoup quand même aux enfants le champ lexical olfactif, le champ lexical gustatif, et même s'il est encore un peu difficile, parce que comme vous disiez, terreux, c'était valable pour ces 3 personnes-là, mais c'est pas valable pour tous. Et j'ai quand même cette croyance encore, malgré ce que j'entends de ce que vous dites, que c'est important d'accompagner, mais pas qu'à l'échelle scolaire, hein. Je rejoins aussi la partie à l'échelle domestique, d'accompagner les enfants dans l'apprentissage linguistique, de nommer des choses, quand bien même ça puisse paraître décalé par l'expérience sensible, ou que la définition ne soit pas la même pour tout le monde, mais comment on peut apprendre, développer tous ces champs lexicaux pour leur permettre après, plus tard, d'exprimer encore mieux dans leur vie d'enfant et dans leur vie d'adulte, parce qu'on le voit, nous, en consultation, des adultes qui sont complètement coincés, comme l'expliquait hier, je ne sais plus quel intervenant sur le pain au chocolat, où ils ne savent simplement même pas exprimer ce qu'il y a à l'intérieur d'eux, au niveau sensible et au niveau émotionnel, bien sûr, et tout ce qui découle derrière, sur le comportement. Oui, plusieurs choses. D'abord, la première chose au niveau des ressources de la langue, c'est d'essayer d'aller à l'encontre de cette idée qu'il n'y a pas, c'est vrai qu'il n'y a pas de dénomination simple des saveurs ou des odeurs comme il y en a pour les couleurs, mais donc du coup d'accepter que des mots comme dégueulasse, écœurant, se soient considérés comme du vocabulaire. Et alors après, pour effectivement canaliser, cadrer les enfants en configurant la sémantique des mots pour que ce soit des sémantiques partagées par l'ensemble des gens, il y a tout un travail à faire sur la relation entre la référence de l'objet qu'ils vont goûter à la désignation ou à la dénomination de ce qu'ils goûtent. Et ça, c'est un travail de catégorisation aussi et d'affiner les discriminations. On part du bon ou du mauvais, du j'aime ou j'aime pas, et puis parmi toutes les choses qui sont bonnes ou agréables, ou parmi les choses qui sont dégoûtantes, dégueulasses, tout ce que vous voulez, ça aussi c'est intéressant, de tolérer l'argot par exemple. C'est important, parce que c'est vrai que le répertoire de l'argot, il est plus riche que le répertoire conventionnel, donc pourquoi s'en priver? Et donc, à l'intérieur, d'affiner les catégorisations et de travailler avec les enfants en disant, par exemple, tout ça t'a dit que c'était pas bon, t'aimes pas, mais va plus loin dans la catégorisation. Dis-moi en quoi cela, pourquoi cela tu les aimes pas, pourquoi tu ça. Donc de travailler sur le plan de la discrimination sensorielle pour affiner aussi, passer du global, j'aime pas, à la fois sur le plan sensoriel et sur le plan linguistique, à plus fin dans la discrimination. J'aime pas parce que c'est, je sais pas, c'est collant. Bah alors ceux-là tu les aimes pas mais ils sont pas collants. Alors pourquoi? Et de progressivement guider l'enfant vers un travail psychologique analytique de sa sensation et y coller progressivement des dénominations qui ne sont pas nécessairement canoniques ou acceptables, mais qui progressivement, avec un autre gamin qui va donner un autre mot
essayer de recaler les morceaux, puis de se mettre d'accord au moins sur la petite communauté. C'est un travail de couplage entre le psychologique sensoriel et le linguistique, la dénomination. Mais avec surtout essayer de renoncer à l'idée qu'il existe des mots adéquats. Il existe des mots consensuels. C'est ça Et juste pour compléter par une approche de terrain, parce qu'avec Daniel, c'est notre jeu de ping-pong habituel, plutôt sur la connaissance académique et moi plutôt sur l'animation des classes du goût. Je dirais que justement, c'est vrai que dans le domaine de l'odorat, il n'y a pas forcément beaucoup de ressources lexicales, pas autant que dans le domaine visuel, en français, mais qu'on peut mettre en place une petite gymnastique qui consiste à faire des analogies. Moi, je travaille beaucoup à partir des analogies. Quand je fais sentir des odeurs, on demande à quoi ça ressemble parmi les odeurs que tu as déjà senties. Raconte-moi une histoire qui mettrait en scène cette odeur-là, etc. Et petit à petit, on voit que cette gymnastique se met en place, que l'enfant devient de plus en plus bavard, et on ouvre à différents univers alimentaires. C'est ça qui est très très intéressant dans l'odorat, c'est que c'est très créatif finalement. C'est pas parce que, par exemple, on est dans le domaine d'une herbe aromatique qu'on va pas aller piocher dans des notes animales ou d'autres univers de produits. Moi, j'ai beaucoup travaillé sur la dégustation d'herbes aromatiques. Dans le persil, par exemple, vous avez des notes qu'on a appelées poliment des notes animales qui rappellent en fait des notes de crottin de cheval, des choses comme ça. Et du coup, en fait, à travers l'odorat, vous ouvrez à toute une palette d'univers alimentaires. Et c'est cet exercice de liberté qu'on demande finalement aux enfants, et ils rentrent très facilement dans le jeu. Et pour compléter, je pense qu'il y a un joli modèle de cette liberté, de cette créativité lexicale que je ne vois pas pourquoi on refuserait aux enfants, mais que s'autorisent les gens de la publicité et du marketing. Donc là aussi, allez-y. Par exemple, on a fait des travaux sur les couleurs où des rouges à lèvres s'appellent Marilyn, j'adore, amour, et évidemment c'est rouge. Donc vous censurez pas et laissez l'enfant pas dire n'importe quoi, parce que c'est jamais n'importe quoi. Donc c'est à vous de repérer dans ce soi-disant n'importe quoi, qu'est-ce qui renvoie peut-être à une propriété sensorielle qu'il faut arriver à travailler par analogie, par comparaison avec d'autres formes lexicales, pour dire en fait finalement qu'est-ce qui vous met d'accord entre tous ces mots que vous avez produits. Eh ben c'est peut-être le terme d'irritant. Enfin j'en sais rien, mais et de vous adultes, avec votre répertoire plus professionnel, plus affiné, plus normé, de le guider vers ça, mais en laissant s'exprimer avec des métaphores, comme les publicitaires. Les publicitaires, ils travaillent impeccablement. C'est un vrai bonheur pour les linguistes. Voilà, écoutez, merci beaucoup pour tous ces échanges. Merci Daniel, merci Roselyne.